Bonjour Philippe, tu es donc un des fondateurs, organisateurs de Trace ton cercle. Alors, est-ce que tu pourras un petit peu m'expliquer la genèse du mouvement? Alors, la genèse du mouvement de Trace ton cercle, elle démarre en fait un mercredi soir, après une discussion avec mes enfants où, après leur avoir raconté mon histoire, ma journée plutôt, eh bien, je leur demande: «Et vous, vous allez bien? Qu'est-ce que vous avez fait?» Et je vois le regard de mes 2 aînés, l'un en supérieur, l'autre, en secondaire, me dit: «Bah, on n'a rien fait, on est resté à la maison, on n'a rien eu de spécial». Et là, je me suis dit, «Il y a quelque chose qui va pas, cette rage intérieure que je ressens, je dois un moment pouvoir, la sortir». J'ai écrit un texte qui a été, très fortement lu sur les réseaux sociaux, sur lesquels je n'avais jamais été auparavant et qui a été relayé ensuite par la presse. Et je me suis retrouvé avec un problème, c'est que dans ce texte, j'écrivais cette rage qui m'habitait de voir mes enfants complètement cloîtrés, et surtout je disais que 10 jours plus tard, j'irais sur la place la plus proche de chez moi tracer un cercle à la craie, sur une place publique. Je trouvais que c'était important de sortir, de me retrouver dans l'espace public et de pouvoir dire à maman: «Je ne suis pas d'accord, je trace ce cercle on doit absolument respecter d'1,50 m entre chacun, donc je respecte les règles, mais je montre en me tenant debout dans cette place que je ne suis pas d'accord avec ces règles et que je trouve que pour la jeunesse, c'est vraiment insupportable». Ça, c'est le début et le samedi, qui suit, je me retrouve tout penaud à me dire: «Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» Tout le monde commence à réagir partout. Tout le monde me demande où il faut aller. Je suis seul et j'ai un coup de fil de Virginie Van Lierde, qui me dit: «Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase». J'en ai déjà lu des textes, mais celui-ci, là, vraiment, je me dis que en effet, tu as raison, il faut qu'on agisse. On peut plus rester là à faire des discussions de café du commerce, à gueuler, dans les réseaux sociaux, il faut agir et donc qu'est-ce qu'on fait? Et là, toute la machine s'est mise en route parce que Virginie a été la toute première et Dieu sait si elle porte bien maintenant, Trace son cercle à bout de bras. Mais toute une série d'autres personnes nous ont rejoints, des avocats, des spécialistes en communication, des, des médecins, des psychiatres, toutes sortes de gens qui attendaient en fait un signal pour, se lever et un moyen surtout d'exprimer, je dirais leur désaccord avec le sort que vivait notre jeunesse. Ça a vraiment été le début et donc le 14 février, 10 jours plus tard, je me retrouve, place de l'Université à Louvain-la-Neuve. Les médias sont là, le groupe, Facebook qu'on a créé, a commencé à grimper en nombre de personnes. Et je me retrouve avec tout plein de gens sur cette place, sur la grande place juste à côté également, et véritablement un succès, un succès de foule. Et la première chose que je retire de cette expérience, c'est que tout le monde se sourit, tout le monde est heureux de se retrouver, le lien se refait. Hem Et je remarque également qu'il y a beaucoup de parents, mais finalement très peu de jeunes. Hmm. C'est donc un mouvement de parents. Ouais. Donc, l'objectif, c'est bien ici de montrer son, je dirais, son opposition au fait que les enfants sont on ne peuvent pas aller à l'école normalement. Donc, en fait, de tout ce qui est dans les mesures, tout ce qui touche les jeunes, en fait, c'est juste. Alors c'est tout à fait, juste, ce sont les mesures qui touchent les jeunes. Alors les jeunes, en fait, en gros, ça fait 1 an, qu'ils sont solidaires des personnes à risque, d'une maladie qui ne les touche absolument pas et qui les ont vraiment, modifié leur mode de vie de manière assez profonde. Donc, très peu de sport, vraiment, dans des conditions complètement déplorables. Les jeunes ne peuvent pratiquement plus faire de sport. Des mouvements de jeunesse aussi qui sont complètement restreints. Une école sous perfusion pour les plus âgés et plus d'université pour les plus grands, si ce n'est par écran interposé. Donc on a là, finalement toutes les bulles d'oxygène naturelles, qui sont nécessaires à la jeunesse pour s'épanouir, pour faire connaissance, pour apprendre, je dirais, ce qu'est le monde. Toutes ces bulles d'oxygène, qui sont coupées les unes après les autres. Et donc on a décidé de se battre pour ça. On a décidé que, ce confinement ne pouvait plus continuer à toucher nos jeunes, qu'il y avait là, des dégâts collatéraux du confinement qui commençaient à être de plus en plus visibles
Et lorsqu'on a pris nos renseignements, lorsque j'ai pris mon téléphone pour essayer de comprendre la situation sous un angle beaucoup plus large, parce que finalement, moi, je ne le vivais qu'à travers mes 4 enfants, eh bien, je me suis rendu compte que la situation était en fait beaucoup plus alarmante que celle que je vivais simplement dans ma famille. Il faut se rendre compte qu'on a commencé à discuter avec toute une série de pédopsychiatres, de psychologues qui travaillent dans le domaine et qui avaient pratiquement en même temps que ma lettre, eux-mêmes écrit une lettre ouverte en disant « Nous constatons que la situation devient de plus en plus grave, nous sommes débordés, il n'y a plus assez de lits psychiatriques pour accueillir les enfants qui ont décidé de passer à l'acte ou qui sont dans des situations vraiment très graves. Et donc, il y a une urgence sanitaire qui touche en fait la santé mentale de nos jeunes. » En faisant ce constat, quelque part, ça nous a renforcés dans nos convictions et on s'est dit qu'en fait, on ne pouvait pas se limiter à un dimanche, mais qu'il faudrait bien continuer jusqu'à ce que nos hommes, nos femmes politiques prennent la mesure en fait du problème. Et je dois dire que maintenant, nous en sommes à la 4e édition ce dimanche et on a en même temps fait des pas de géants et en même temps, je dirais, fait du surplace. Alors pourquoi des pas de géants? Parce qu'une série d'hommes et de femmes politiques ont pris contact avec nous, notamment au niveau de la communauté Wallonie-Bruxelles, qui en fait a toutes les compétences qui touchent la jeunesse, c'est-à-dire le sport, les universités, l'école obligatoire, les mouvements de jeunesse également. Toutes ces compétences sont dans les mains de la communauté Wallonie-Bruxelles. Et donc, nous avons été écoutés très attentivement par ces ministres. Je pense qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait un problème, mais ils n'en mesuraient peut-être pas l'ampleur. Et surtout, ils nous ont décrit ce qu'est l'État belge, c'est-à-dire un millefeuille institutionnel dans lequel chacun a son mot à dire et en gros, tous les niveaux de pouvoir ont le droit, par exemple, de fermer une université. Ça va depuis le bourgmestre, qui pour des raisons de santé, etc., ou de sécurité publique peut décider de fermer l'université, en passant par le gouverneur, en passant par la région, en passant par la communauté, et puis finalement arrive à l'État fédéral qui, lui, avec ses arrêtés ministériels, peut faire la pluie et le beau temps. Donc on s'est rendu compte de cela, c'est une des très grandes difficultés de notre pays, il faut le savoir, c'est que tous ces gens doivent être d'accord pour un moment décider de l'ouverture de tel ou tel secteur. Donc, un pas de géant parce que nous avons réussi à toucher, je pense, la communauté Wallonie-Bruxelles qui va relayer nos demandes et nos préoccupations auprès du fédéral lors du Codeco de demain. Ça, c'est très important. Et en même temps, nous sommes encore nulle part, puisque aujourd'hui, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous mettre debout sur ces places sont toujours là. Les jeunes n'ont toujours pas accès à du sport en plein air de manière, je dirais, normale. Ils n'ont toujours pas accès à leurs universités. Ils sont toujours à mi-temps dans leurs écoles. Les mouvements de jeunesse sont à jauge réduite également. Et donc, aujourd'hui, eh bien, nous nourrissons beaucoup d'espoir dans ce qui va se décider demain. On a commencé à voir certaines positions comme celle de M. Van den Broek s'infléchir, ou en tout cas écouter ce qui est en train de se passer. Mais nous avons encore des propositions sur la table qui nous semblent complètement folles, comme par exemple l'université à 20%. Vous avez plus de 250 professeurs d'université qui se sont manifestés, qui ont écrit publiquement en disant c'est une aberration pédagogique, d'une part, et d'autre part, il faut bien se rendre compte que quand un étudiant est là pendant 20% de son temps, eh bien, il a des heures de fourche. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire pendant le 80% de temps de ces heures de fourche? Eh bien, au lieu de les passer dans un auditoire qui est bien ventilé, qui est avec une série de normes, etc. et tout, eh bien, il va aller dans le cote le plus proche, évidemment. Et donc, on est en train... Il va être à 25 dans un petit cote en attendant l'heure suivante de cours. Donc, on est en train de vraiment faire quelque chose qui est, sur le plan sanitaire, une aberration complète. C'est la première chose. Sur le plan pédagogique, une complexité sans nom. Faut bien se rendre compte que déjà, le décret de Bologne qui organise la gestion des cours aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué à mettre en œuvre. Mais quand vous rajoutez la couche de dire « Non, mais attendez, ce n'est qu'une heure sur 5 », ça devient totalement aberrant, démotivant pour les professeurs, évidemment. Et donc aujourd'hui, ces 20%-là, pour nous, sont vraiment une aberration. L'autre problème qu'on va rencontrer, c'est que tous les élèves, les étudiants
qui ne peuvent pas en fait rejoindre leurs universités parce que pour 20% du temps, ils ne vont pas faire le déplacement depuis chez eux. Et ils ont tous ces problèmes de savoir ce qu'ils vont faire durant leurs heures de fourche. Eh bien, en fait, ils vont décrocher. Ils ne vont pas aller à ces cours en présentiel. Et donc, ils vont commencer à décrocher. Et donc, c'est vraiment une aberration. Donc, nous battons à ce qu'au minimum, il y ait 50%. Et nous battrons jusqu'à ce qu'il y ait 100%. Voilà. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est un peu une opération finish. Donc, vous comptez recommencer tous les dimanches à 11 heures sur les places de la place du village ou de la ville la plus proche. Oui. Jusque quand il y aura une normalisation à peu près complète des activités à la fois scolaires, estudiantines et aussi des activités comme le sport, etc. Oui. pour les jeunes. Okay. Tout à fait. Alors, on va se battre jusqu'au bout, c'est-à-dire que on a en fait deux grands objectifs. Le premier grand objectif, en effet, c'est de retrouver une vie normale. Ou la plus normale possible pour nos étudiants. Alors, on est bien conscient qu'avec la pandémie, il y a certaines mesures sanitaires qu'il faudra maintenir en fonction de certains critères, mais on voudrait en tout cas que pour la jeunesse qui ne souffre pas de cette maladie, eh bien, ce soit le plus ouvert possible, mais ça va demander probablement des changements de comportement. Si je suis un jeune et que je sais que je vais rencontrer mes grands-parents dans 10 jours, eh bien, peut-être que je vais commencer à réfléchir à certaines choses que je fais ou que je ne fais pas. Mais nous, ce qu'on appelle vraiment, c'est une responsabilisation. On a vu notamment les mouvements de jeunesse en été durant les camps scouts être remarquablement organisés. Ça, je l'ai vu pour tous mes enfants. Ils ont appliqué tous les protocoles qui leur ont été demandés, sans aucun contrôle extérieur. Donc ça s'est fait naturellement. Je crois que quand on fait confiance à la jeunesse, elle est capable de comprendre ce que c'est qu'être responsable. Alors, par contre, ils ont aussi besoin de pouvoir faire la fête, c'est tout à fait normal. Donc, il faut essayer de trouver un cadre, un contexte dans lequel les jeunes peuvent se rencontrer, peuvent se retrouver, peuvent faire la fête également, non seulement étudier, mais faire la fête. Et puis après, il faut que notre société s'adapte. Donc, nous, on est sur le long terme à ce niveau-là. Donc, notre premier objectif, c'est revenir à une vie normale. Le deuxième objectif, et celui-là, malheureusement, il est probablement à beaucoup plus long terme, c'est qu'on a toute une série d'enfants, d'étudiants. On ne sait pas encore très bien au niveau de la prime enfance quelles vont être les conséquences, mais tous ces gens ont été terriblement impactés. Vous avez un pourcentage important de notre jeunesse, qui représente quand même 3 millions de Belges, qui a subi des dommages. Et les dommages psychologiques, tous ceux qui sont passés par un burn-out le savent, ça ne se règle pas en 3 semaines de confinement. Ça se règle avec des mois et des mois, voire des années parfois, de suivi psychologique. Et donc, il y a tout un secteur psychomédical qui doit prendre le relais et qui doit aider ces jeunes à retrouver confiance en eux, à comprendre que l'environnement dans lequel ils vivent est de nouveau sécure, à comprendre que quand ils croisent un policier, par exemple, ils n'ont pas à en avoir peur, mais au contraire, ils devraient être rassurés de le voir là. Et donc tout ce travail social, de réapprendre aux enfants à avoir confiance en eux et dans le monde qui les entoure, ça c'est un travail qui va être sur le beaucoup plus long terme et qui va nous demander beaucoup d'énergie. Donc notre deuxième objectif, c'est en effet de retrouver un environnement pour la jeunesse qui est enthousiasmant, qui est positif, qui est bienveillant. Ok, très bien. Mais écoute, je te remercie pour tous ces détails et écoute, on te souhaite de pouvoir atteindre tes objectifs le plus rapidement possible et évidemment, on se tiendra au courant sur toutes les nouvelles actions que vous allez entreprendre. Un grand merci et nous, ce qu'on espère maintenant vraiment de tout cœur, c'est de voir la jeunesse prendre le flambeau. On est derrière vous les jeunes, on est des parents motivés, on vous montre qu'il y a moyen parfois de se rebeller un petit peu contre des choses qui sont inacceptables et on espère maintenant que vous allez pouvoir bouger. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir.